La deuxième partie concerne la fin de contrat de crédit-bail. Les causes de fin de contrat de crédit-bail. Le contrat de crédit-bail peut prendre fin par sa résiliation ou bien de plein droit. La résiliation de contrat de crédit-bail. Les contrats de crédit-bail contiennent une clause résolutoire expresse convenue entre les parties qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation en cas de non-paiement de loyer sans avoir à la demander en justice. Ainsi, dans certains contrats se rencontre aussi une clause qui autorise l'établissement de crédit-bail à demander la résiliation en dehors de toute inexécution. C'est le cas où la continuation de contrat pourrait devenir dangereuse pour lui en cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'utilisateur, cessation d'activité de ce dernier ou bien diminution par lui des garanties qu'il avait fournies. Toutes ces clauses sont valables au moment que l'utilisateur les a acceptées. Extraction de contrat de plein droit. À la fin de contrat, le crédit-preneur dispose de 3 options. Soit la restitution de la chose, Si le locataire ne demande pas à bénéficier des autres branches de l'option, il est obligé de restituer les biens loués dans un délai bref à compter de l'expiration de contrat. Des détériorations qui excéderaient l'usure normale pourraient être obligées l'utilisateur à verser une indemnité puisqu'il a tenu d'une obligation de conservation et d'entretien de la chose. Le crédit-preneur dispose d'une autre option, à savoir l'acquisition de biens. Si le locataire en fait la demande, il peut devenir propriétaire de biens moyennant le paiement de prix fixé par le barème de 2 à 15% de prix d'achat, c'est-à-dire la valeur résiduelle. Ainsi, il peut demander le renouvellement de crédit-bail. Le locataire peut, dans la plupart des contrats de crédit-bail, procéder au renouvellement de contrat de location avec un loyer minime. Au terme de ce nouveau contrat, le bien devient la propriété du client. Du contentieux général qui résulte de la fin de contrat de crédit-bail. Le crédit-bail, en tant que contrat complexe, engendre plusieurs contentieux, surtout en cas de la non-conformité de la livraison qui va entraîner la résolution de la vente initiale, et ces contentieux concernent la livraison non conforme. Lorsque le crédit-preneur se heurte à des difficultés dues à une mauvaise qualité de bien ou une non-conformité, le schéma juridique faudrait qu'il agisse contre son bailleur et que ce dernier se retourne contre le fournisseur. À cet égard, il existe 2 voies de recours. Le recours contre le fournisseur, qui peut être illustré par 2 sortes d'actions. La première action intentée par l'utilisateur contre l'établissement de crédit-bail serait fondée sur le contrat de louage, et spécialement en cas de vice caché sur la garantie due par le bailleur. Et la seconde action dériverait de contrat de vente, et particulièrement de la garantie due par le vendeur. Il mettrait aux prises l'établissement de crédit-bail demandeur et le fournisseur défendeur. Et un recours contre le crédit-bailleur, il appartient à l'utilisateur d'agir en premier lieu contre le vendeur et d'obtenir la résolution de la vente, et par la suite se retourner contre le bailleur pour faire anéantir le contrat de crédit-bail. Le problème de la résolution de la vente initiale. La question qui se pose ici est de savoir, lorsque le crédit-preneur exerçant les actions contre le fournisseur et obtient une résiliation de la vente, quel sera le sort de la convention de crédit-bail? Cette question a donné lieu à une divergence entre la chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais c'est la chambre mixte qui a tranché la question dans un arrêt de 23 novembre de 1990 en prononçant la résiliation de contrat en cas de résolution de la vente initiale. Mais se réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences, c'est-à-dire il faut respecter les clauses qui ont pour conséquence de régler les causes de cette résiliation. L'indivisibilité du contrat dans l'opération de crédit-bail a été donc ainsi consacrée.
pour sortir de côté théorique c'est-à-dire les notions, les définitions, les informations, ces informations, on doit les appliquer sur un cas pratique tiré de droit français, qui est le suivant. Monsieur X décide d'acquérir un tracteur, c'est l'objet de contrat de crédit bail, parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour le financer. Il se voit consentir un contrat de crédit bail pour l'acquisition de tracteur. Lors de l'achat de tracteur, Monsieur X, ravi par cet achat, signe le procès-verbal de réception où écrit acceptation sans réserve. Par la suite, Monsieur X donne en location le tracteur à Monsieur Y. Quelques mois plus tard, Monsieur Y, en utilisant le tracteur, se rend compte que la machine a quelques désordres de fonctionnement et au même moment, la machine s'emballe et va finir sa course dans un arbre en blessant Monsieur Y. Monsieur Y demande à Monsieur X de faire jouer son assurance pour le dédommager de ses blessures. Monsieur X souhaite retourner le tracteur au vendeur. 4 problématiques pouvant être dégagées de ces mésaventures. Le contrat de crédit bail est-il valide? La sous-location d'un bien objet d'un crédit bail est-elle licite? Qui supporte la charge de dommages causés par un bien sous-loué défectueux? Et dans quel cas peut-on annuler un contrat de crédit bail? Afin de répondre à ces problématiques, on va diviser notre analyse en 2 volets. Le premier volet concerne le champ d'application du contrat de crédit bail et le deuxième volet sera consacré au régime de crédit bail. Donc, à ce stade, on va répondre à la question de la validité du contrat de crédit bail. Le contrat de crédit bail se base sur le fait qu'une entreprise dite de crédit bail acquit sur la demande d'un client la propriété de biens en vue de le donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie d'une redevance. Au terme de bail, le crédit-preneur a un droit d'option qui lui permet d'acheter ou pas le bien contre le versement de la valeur résiduelle. En l'espèce, Monsieur X a accepté de conclure le contrat de crédit bail avec la banque. Ainsi, elle est devenue propriétaire de tracteur dès qu'il a récupéré le tracteur chez le fournisseur. Le procès-verbal de réception est justement la preuve de transfert de propriété de tracteur à l'établissement de crédit. Il a donc l'obligation de payer à partir de cet instant le fournisseur et de donner à bail le bien acquis. Monsieur X donc, le contrat de crédit bail en question est valide. En passant à la deuxième question. La sous-location d'un bien objet de contrat de crédit bail. La sous-location prévue par l'article 1717 du Code civil français qui dispose le preneur a le droit de se louer et même céder son bail à un autre si cette faculté ne lui pas été interdite. La sous-location par le crédit-preneur de la chose faisant objet d'un crédit bail peut être elle-même se louer. Cela constitue un crédit bail dossé qui est une pratique courante pour certaines entreprises souhaitant ne pas déposer d'un coup de grosses sommes d'argent tout en gagnant de l'argent louer des objets acquis par ce moyen. Donc, la sous-location de tracteur faite par Monsieur X au profit de Monsieur Y est illicite. Passons au deuxième volet, c'est-à-dire le régime de crédit bail. On va analyser la question des dommages causés par un bien objet d'un contrat de crédit bail. En application de l'article 1386 alinéa 7 du Code civil, en cas de défaut de produit s'il y a un crédit bail, le crédit-preneur ne peut pas se retourner contre le crédit-bailleur, mais contre le vendeur initial. Parce que le crédit-bailleur ne connaît pas forcément l'évolution ni la dangerosité de bien, il ne peut pas être imputable à un défaut d'entretien ou autre, car cela relève des obligations de crédit-preneur. Donc le crédit-bailleur permet juste une avance. Il s'agit bien de crédit-preneur qui le connaît le produit. Il est donc normal d'exclure la partie profane, c'est-à-dire l'organisme de crédit, au profit de réels utilisateurs de biens. En effet, Monsieur X ne pourra pas se retourner contre l'organisme de crédit, mais directement contre le vendeur, en l'occurrence le fournisseur. La mention marquée importe peu. En effet, si le produit avait initialement un vice que Monsieur X ne pouvait détecter, celui-ci ne pouvait pas marquer autre chose qu'acceptation sans réserve. Une telle
formé ne saurait exonérer un vendeur de sa responsabilité en cas de vice caché inhérente à la chose lors de la vente. Le crédit-preneur n'a pas le choix et devra exercer directement une action contre le vendeur. Donc, M. X ne pourra pas se retourner contre l'organisme de crédit, mais directement contre le vendeur. Une telle formule acceptation sous réserve ne saurait exonérer un vendeur de sa responsabilité en cas de vice caché inhérente à la chose lors de la vente. Dès lors, M. Y pourra envisager d'engager une action de responsabilité à l'encontre de M. X sur le fondement de régime de produits défectueux. Deuxièmement, les actions ouvertes au crédit-preneur et la possibilité de résiliation. Les actions récursoires fondées sur la garantie des vices cachés sont donc diligentées seulement à l'égard des fournisseurs. Il est possible pour un consommateur d'utiliser l'action responsabilité pour délivrance conforme au terme de l'article 211 alinéa 4 du Code de la consommation. La résolution de la vente est possible mais indifférente. Le crédit-preneur doit continuer à rembourser le crédit bailleur jusqu'à la résolution de la vente. En espèce, M. X ne pourra pas se retourner contre la banque au titre d'un quelconque fondement des vices cachés. Il pourra néanmoins agir par le biais d'une action récursoire à l'encontre de fournisseurs. Si M. X souhaite résilier le contrat de crédit-bail, il doit demander la résolution de la vente. Par conséquent, il devra supporter le remboursement des loyers jusqu'à la résolution de cette vente. On peut conclure en disant que cette pratique de crédit-bail reste limitée parce que dans toutes les prestations habituelles de crédit-bail ne peuvent être proposées que par des entreprises agréées en qualité d'établissement de crédit, ce qui favorise le monopole à ce type d'établissement, ou ainsi ce qui provoque un certain déséquilibre de position et de force en faveur du crédit-bailleur qui reste la partie la plus forte. En l'occurrence, le consommateur reste la partie faible. Ainsi, vu la complexité de ce contrat qui crée des relations triangulaires, il engendre parfois des intérêts contradictoires, ce qui nécessite l'intervention de législateurs marocains pour édicter plus de mesures pour régler les contentions éventuelles de cette contrat. Enfin, c'est une liste de bibliographies que j'ai basée pour établir cette modeste travail de recherche et d'analyse juridique. En effet, j'ai basé sur les lois, à savoir la loi 103/12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi le code de commerce marocain, le DOC, et aux ouvrages, j'ai basé sur un ouvrage de Mimoun Charqi, droit bancaire, et ainsi que l'ouvrage de les grands arrêts de la jurisprudence civile de Honoré Capitan, ainsi que le droit commercial et bancaire marocain de Didier Martin, et enfin le dictionnaire de lexique des termes juridiques de Dallos. Merci beaucoup pour votre attention et je souhaite que cette analyse comporte des informations utiles pour bien comprendre cette notion de crédit-bail qui reste une notion très vague à cerner parce qu'il connaît une diversification des synthèses, des disciplines, des aspects. Il concerne l'aspect financier, comptable, budgétaire, à savoir la TVA, etc. Donc, j'ai concentré surtout sur l'aspect juridique pour bien cerner cette notion et pour apporter quelques éclaircissements pour ceux qui voudraient bien comprendre cette notion, pourraient faire d'autres recherches ou bien se baser sur cette étude. Merci beaucoup.